Bonjour à tous et bienvenue dans mon coin hockey. Aujourd'hui, on va parler du hockey des séries qui va bientôt débuter. Donc, on va avoir un petit regard sur les confrontations pour la première ronde des séries et je vais partager avec vous ce que je pense quelles seront mes prédictions par rapport à la première ronde des séries. Alors, on va commencer du côté gauche, dans l'association de l'Ouest. Et ça, c'est quelque chose que je vais porter attention. La série entre les Predators de Nashville et les Blackhawks de Chicago. Donc, Chicago, je prends pour eux autres d'aplomb. J'ai toujours une préférence pour les équipes de ce qu'on appelle The Original Six. Et puisque Chicago fait partie de ce groupe et qu'il a été une équipe élite depuis les quelques dernières années, voire même une dynastie des temps modernes. Donc, c'est bien sûr, je vais prendre pour les Blackhawks. C'est bien sûr que je vais donner mon avis que ça va être des gars comme Taves et Kane et Seabrook et Campbell et Crawford. C'est un noyau de joueurs qui a toujours été présent et qui ont toujours mené l'équipe vers le succès. Donc, c'est bien entendu que je vais prendre pour les Blackhawks de Chicago. Pour les Predators de Nashville, ce que j'aimerais mentionner, depuis la fameuse échange Weber-Subban, on en a parlé tout au long de l'année. Et de voir que les Predators sont entrés dans les séries par la porte d'en arrière, voire même par la porte du sous-sol. Donc, juste pour dire, Subban a quand même eu des statistiques intéressantes, mais comme ça a été le cas à Montréal, Subban, c'est un bon gars pour les performances individuelles, mais pour aider une équipe, il n'est pas si convaincant que ça. Et c'est à savoir, est-ce que les Predators, d'après vous, est-ce que les Predators se sont classés aussi loin par la perte de chez Weber, par un changement du style à la ligne bleue? Et juste pour vous rappeler qu'au moment où l'échange a été confirmé, la première chose qui a été dite, ça a été dite par Jonathan Taves des Blackhawks qui a dit Thank God, merci Dieu, on aurait pu affronter chez Weber. Donc, est-ce que le fait que Weber n'est plus à Nashville et que c'est Subban qui a pris la place, est-ce que ça va faciliter les choses pour les Blackhawks et comment vont se débrouiller les Predators de Nashville? Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et bien entendu, à mon point de vue, je crois que les Blackhawks ont un net avantage parce que à la ligne bleue, on peut dire que Subban est capable de livrer de bonnes mises en échec, il est capable de se porter à l'attaque, mais c'est un gars à haut risque. Il joue comme un attaquant, pas comme un défenseur, il joue comme un attaquant. Puis un attaquant qui perd la puck, là, c'est pas super. Un défenseur qui perd la puck, ça c'est impardonnable dans mon livre à moi. Ça étant dit, je donne l'avantage aux Blackhawks. Deuxième match-up, on va avoir les Flames de Calgary et les Ducks d'Anaheim. Les Ducks en passant. Non, c'était-tu les Ducks? Non, non, non. Excusez-moi, je suis allé dire quelque chose, mais j'étais dans les patates. Donc, les Flames et les Ducks qui vont s'affronter. Bien entendu, je vais prendre pour les Flames. De un, je suis content qu'il soit de retour dans les séries. Et de deux, je vais prendre pour une équipe canadienne, bien entendu. Donc, du favoritisme encore une fois. Mais pour les Blackhawks, je suis sûr et certain qu'ils ont l'avantage. Pour les Flames, je peux pas dire que je suis sûr et certain qu'ils ont l'avantage, mais j'aime la dynamique de l'équipe. Il y a plusieurs jeunes joueurs, surtout à l'attaque, et surtout avec le petit Johnny Gaudreau, le Sean Monahan, des attaquants du genre qui animent l'attaque des Flames de Calgary. Je trouve ça très intéressant à voir et je vais donner mon avantage pour les Flames parce qu'ils ont tout à gagner dans une telle série. Et contrairement aux Predators, je ne sens pas qu'ils ont véritablement une faiblesse ou des points avec ou je devrais dire un gros point d'interrogation sur OK, y a-t-il un joueur qui va être ou bien bon ou bien mauvais, dépendant de la situation. J'ai pas ce même genre de problème avec les Flames de Calgary comparativement aux Predators de Nashville. Cependant, les Ducks ont très bien performé. Ils ont leur vieux noyau, mais je comprends que les séries, c'est mieux de voter pour les vétérans, mais je vais y aller vers la vague jeunesse et dans ce cas-là, je vais supporter les Flames de Calgary. Troisième match-up, on va avoir les Blues de Saint-Louis contre le Wild du Minnesota. Ça va être intéressant à voir parce que le Wild du Minnesota, je trouve qu'il performe très très bien. Pour les Blues de Saint-Louis, j'ai quelques points d'interrogation. Lorsque Paul Stachny s'est amené à Saint-Louis, je me disais, oh wow, c'est vraiment une meilleure équipe. Mais là,
cette année, ils ont amené le Yakupov des Oilers d'Edmonton, puis ils ont laissé partir le défenseur. C'est quoi son nom? C'est-tu Shattenkirk, celui qui est parti pour Washington? Donc, juste pour dire que les Blues ont apporté un élément questionnable et ont laissé partir un joueur que je considérais un joueur important. Cependant, ce joueur va devenir un joueur autonome à la fin de la saison. Donc, probablement que les Blues essayaient d'aller chercher quelque chose parce qu'ils n'avaient possiblement pas les moyens de renouveler le contrat de leur joueur. Donc, dans ce sens, ça aurait du bon sens pour le long terme. Mais pour les séries, je pense que les Blues sont mal préparés et je crois fermement que le Wild du Minnesota, pardon, ont l'avantage de la glace. Pas juste l'avantage de la glace, mais l'avantage pour les séries. Donc, je vais mettre un vote pour le Wild du Minnesota. Quatrième série, wow! Les Oilers d'Edmonton! Enfin, ils ont enfin fait les séries. Hey, je suis vraiment content pour eux autres parce que ça fait longtemps. Puis c'était rendu à un point où c'était misérable, c'était pathétique et c'était frustrant de les voir faire les séries enfin. Puis ils vont affronter les Sharks de San Jose. Je suis pas pour les Oilers. Je suis pas pour les Oilers. De un, ça peut facilement être l'équipe Cendrillon. Ben, pour l'ensemble de la saison, les Oilers ont été l'équipe Cendrillon, mais ils peuvent le faire également lors des séries. Connor McDavid, non seulement c'est un jeune prodige, mais il s'est vraiment affirmé comme étant un véritable leader et il alimente très bien ses alliés. C'est beau à voir. On a beau dire que Connor McDavid est capable de marquer, mais regardez comment est-ce euh, à quel point il est bon en tant que fabricant de jeu. C'est vraiment ça qui a fait toute la différence. C'est bien beau de marquer des buts, mais si tu es capable d'alimenter deux alliés pour que les deux se mettent à marquer des buts, ça rend une équipe encore plus productive. Et on a pu le voir tout au long de la saison. Les Oilers, bien entendu, une équipe canadienne, donc favoritisme pour les Oilers. Pour les Sharks, on peut parler de Brent Burns, on peut parler de Joe Thornton, on peut parler de d'autres vétérans. Le problème, c'est que c'est une équipe qui commence à perdre le gaz. Ça commence à paraître comme étant une équipe vieille, une équipe qui est au ralenti, qui continue de performer, mais on a pu, on n'est plus capable d'appuyer sur l'accélérateur, si je peux m'expliquer ainsi. Donc, avantage pour les Oilers de Edmonton. Donc, juste pour faire un petit rappel, j'avais préféré les équipes suivantes, les Blackhawks de Chicago, les Flames de Calgary, le Wild du Minnesota et les Oilers d'Edmonton. Ça, ce sont mes prédictions pour la conférence de l'Ouest. Là, on passe dans l'Est. Oh, 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 oh. Tout comme les Oilers, il y a une autre équipe que je suis content de voir en série, les Maple Leafs de Toronto. Bienvenue, l'équipe de Toronto. Wow, vous autres, là, ça faisait longtemps qu'on entendait ça, de voir l'équipe se rendre en série. Et avec toutes les catastrophes qui s'est produites sous l'ère Brian Burke, je suis content de voir les Maple Leafs non seulement être en bonne main, mais avoir trois jeunes joueurs qui ont vraiment mené l'équipe vers les séries, en plus d'avoir trouvé enfin un gardien de but numéro un. Mais là, il y a un gros point d'interrogation. Je vais m'expliquer un peu plus tard. Donc, je veux juste revenir aux trois jeunes joueurs. Bien entendu, je parle de Mitch Marner, je parle de Austin Matthews et du jeune Nylander, William Nylander. Les trois jeunes joueurs m'ont impressionné du début à la fin de la saison. C'était beau à voir. Enfin, du hockey de qualité à Toronto. Puis je suis bien content, puis surtout pour les fans de Toronto. Montréal, on a passé par une ère de misère à la fin des années 90, début 2000. Les Maple Leafs, eux autres, étaient en pleine ascension à ce moment-là. Mais par la suite, Montréal a monté et pour les Maple Leafs, ça a été une descente aux enfers. C'est très semblable à ce qui s'est produit à Montréal dans le passé. Alors, je suis content pour les deux équipes de faire les séries, Montréal et Toronto, mais surtout pour Toronto. Bon, premièrement, une équipe canadienne. Deuxièmement, une équipe de l'Original Six. Donc, c'est sûr, je vais prendre pour les Maple Leafs. Je ne prendrai pas pour les Capitals de Washington. Hors de question. Ils ont fait de bonnes acquisitions, les Capitals. De très, très bonnes acquisitions. Il y a des joueurs qui valent vraiment la peine d'applaudir. Mais ça reste un one-man show. Ça reste le show à Alex Ovechkin. Puis c'est un joueur qui juste comme Subban, c'est un one-man show qui va runner. Puis je peux pas parier sur une équipe comme les Capitals avec
des joueurs comme Ovechkin, c'est sûr qu'ils ont une bonne chance de gagner, mais de l'autre côté, tu as Austin Matthews qui est capable d'en faire autant puis qui est responsable à l'attaque et à la défense. Ovechkin, tu dis, hey, reviens en zone défensive, il va te regarder, il va regarder son coéquipier. Hey, le coach il nous a dit de retourner en zone défensive, comme si c'était une joke. Euh, non, je peux pas prendre pour les Capitals de Washington, je suis désolé. Je suis sûr que. Puis on regarde, ils ont fait de bons moves. Puis avec des gars comme Holtby, le gars, si je me trompe pas, c'est Shattenkirk. Hein? Puis il y a Nicholas Backstrom qui a été là pendant longtemps, qui a toujours été le passeur à Ovechkin. Mais t'as tellement de bons joueurs, mais juste le fait d'avoir Ovechkin, ça ne m'inspire pas confiance pour les Capitals. Puis ils ont une réputation à tout lâcher en série. Puis plusieurs vont dire c'est cette année ou jamais pour les Capitals. Puis j'ai comme l'impression que oui, vous avez raison de dire ça. C'est maintenant ou jamais. Et à mon avis, ça se passera pas. J'ai vraiment pas confiance aux Capitals. C'est possible qu'ils se rendent en deuxième ronde, mais je ne les vois pas se rendre loin, malheureusement. Ça prend juste une équipe qui est capable de matcher à l'attaque et d'être responsable défensivement, puis les Capitals vont planter. Euh, pour ce qui est des Maple Leafs, je vais revenir au point d'interrogation. Les Maple Leafs ont enfin trouvé un numéro un en Frederick Anderson, mais il y a quelques jours, j'ai vu Anderson se blesser. Un coup porté à la tête, si je ne me trompe pas. Puis il a eu une blessure similaire il y a quelques semaines. Donc je me demande si Frederick Anderson, je ne connais pas la gravité de sa situation, mais ça pourrait être à haut risque parce que c'est la deuxième fois que ça se produit en peu de temps. Donc, si Anderson peut revenir, qui est en santé, puis que les Maple Leafs l'entourent bien, je crois que les Maple Leafs ont vraiment une très bonne chance d'aller loin, puis les Maple Leafs ont tout à gagner. Les Capitals, eux, ils ont tout à perdre. Donc, avec Anderson, je prends pour les Leafs. Sans Anderson, je vais prendre pour les Leafs, mais je ne suis pas aussi convaincu. Mais avec Anderson en santé, je suis convaincu que les Maple Leafs, ils sont capables. Mais il va falloir que je me tienne au courant sur la situation d'Anderson. Deuxième match-up, Canadien Rangers. Et là, je veux juste vous amener à cet article. Price n'avait pas le goût de parler. Allez faire un tour. Ah, c'est exactement la manière dont je répondrais à des membres des médias. Ok, bon, ben, vous avez gagné 3 matchs contre les Rangers. Comment ça change la situation? Ça change rien. Ok, puis avez-vous un sentiment de vengeance? Non, pas un petit peu. Pas même un petit peu. Euh, qui changera brièvement à ce qui est arrivé en 2014? Non, c'est un nouveau jour. Blablabla, c'est le meilleur moment de l'année. Blablabla, non. Blablabla, c'est merveilleux. OK? C'est tellement le genre de réponse que je lancerais aux journalistes. Puis là, bien entendu, les journalistes, ils n'aiment pas ça, ce genre de réponse-là. Blablabla, blablabla. Je rappellerai que Christophe Huet, quand il a commencé, c'était pas lui non plus le meilleur pour répondre à des questions. Puis j'ai regardé, il y a quelques commentaires où il y a des gens qui disaient que je comprends les réponses à Carey Price. Ah, les journalistes, je peux sympathiser avec les joueurs, c'est toujours les mêmes questions stupides. Il y a ça, puis aussi le fait que, hey, sont-tu achalants? Juste de rentrer dans un vestiaire, pourquoi vous faites pas, je pense que c'est la NBA, le basketball, ils ont une salle pour les entrevues, puis ils invitent les joueurs à s'asseoir et à répondre aux questions des journalistes. Pourquoi est-ce que les journalistes au hockey vont s'infiltrer dans le vestiaire des joueurs? Tu sais, c'est une place qui devrait être plus intime. Euh, Si vous voulez avoir une entrevue, allez dans une salle plus appropriée, mais d'aller vous introduire dans le vestiaire des joueurs où ils se changent, où ils prennent une douche, où ils veulent être euh, à l'intérieur même de leur cercle d'amis, de leur cercle de coéquipiers, je trouve ça très dérangeant. Mais néanmoins, j'ai trouvé ça amusant de voir la manière dont Carey Price a répondu aux questions. C'est tout ce que je voulais dire. Et pour ce qui est de la série canadienne Rangers, je parle pour les Canadiens, encore une fois, favoritisme. Euh, avec Carey Price en santé, les Canadiens ont une chance, une très bonne chance de gagner. Avec Andrew Shaw, s'il joue bien, s'il s'implique physiquement, puis s'il ne fait pas le con. Et chez Weber, j'ai bien hâte de le voir performer.
Shea Weber, c'est un joueur clutch, un joueur qui performe quand ça compte. Pendant les Jeux Olympiques, on faisait pas appel à Piquet Subban en passant, on faisait toujours appel à Shea Weber. Et Shea Weber a très bien porté les couleurs d'équipe Canada en série. Il a été très performant, puis Jonathan Toews est très content de ne pas avoir l'affronter dans l'association de l'Ouest. Avec les Canadiens, c'est sûr que le style de jeu est différent dans l'Est que dans l'Ouest. C'est moins physique et plus rapide. Mais chez Weber, s'il est capable de livrer quelques bonnes mises en échec, puis s'il peut tenir son bout face à un gros gars comme Rick Nash, les Canadiens ont une très bonne chance de gagner. Les Rangers, dans leur cas, je crois que la pièce maîtresse, c'est King Henrik. Henrik Lundqvist, c'est un gardien de but qui est autant capable que Carey Price. Plusieurs vont dire que ralenti, qui semble être plus faible, il semblerait que la vieillesse commence à gagner. Mais Henrik Lundqvist, ça reste un gardien de but solide, efficace, un gardien de but qui est capable de voler des matchs. Donc, pour les Rangers, euh, il y a des analystes qui disent que leurs attaques sont supérieures aux Canadiens. Je peux comprendre ça. Mais à Montréal, tu as Radulov et Pacioretty ensemble qui sont capables de provoquer plusieurs bonnes opportunités de marquer. Lekonen, on peut-tu dire il y a eu une bonne année. Tikkun Byron, ouais, c'est ça, Paul Byron qui a été chercher une vingtaine de buts cette année. Euh, Ça fait un gars de deuxième trio, là, ça, c'est plus un gars de quatrième trio. Galchenyuk, c'est intéressant, Galchenyuk s'est entraîné au sein du quatrième trio. Premier match, vraisemblablement, va être sur le quatrième trio. Andrew Shaw peut-être sur le troisième trio, ou sinon ça va être Gallagher. Deuxième trio, tu vas avoir sûrement un Plekanec, tu vas sûrement avoir un Byron. Premier trio, tu vas avoir le trio de Dano Pacioretty et Radulov. Donc, comme Claude Julien l'a dit, puis je pense que c'était dans l'article ici, euh, il tente. Ok, ça va être l'article ici. En tout cas, Claude Julien a dit qu'il voulait équilibrer ses quatre trios. Donc, son intention, c'est d'utiliser les quatre trios. Il ne veut pas faire comme les Lightning, comme quand ils ont remporté la Coupe Stanley, qui se sont fichus sur leur premier trio. Et Claude Julien, il a l'intention d'utiliser les quatre trios de manière équilibrée. Et ça pourrait être un avantage pour le Canadien si on cherche à jouer euh, la facette de la vitesse et de l'énergie. Euh, des courts chiffres, des changements rapides, puis on utilise cette vitesse-là à fond la caisse. Je crois que le Canadien serait capable de vraiment forcer la main des Rangers, les forcer à commettre des erreurs, peut-être même. C'est pas les Bruins, ça, quand même. Je crois que les Rangers sont beaucoup plus responsables défensivement. Mais cependant, les Canadiens, je les crois très capables. Et avec un Carey Price motivés et en santé, les Canadiens ont toutes les raisons de croire qu'ils auront un laissez-passer pour le deuxième round des séries. Donc, avantage canadien. Troisième match-up, les Blue Jackets et les Pingouins. Je me fous des Blue Jackets. N'importe quelle équipe dans le sud des États-Unis, là, je m'en fous. Les Blue Jackets, je vais leur donner crédit pour les joueurs, pour avoir joué, pour avoir performé. Ils ont très, très bien joué tout au long de la saison. Ils ont causé de belles surprises. Mais moi, je vais donner l'avantage aux Penguins de Pittsburgh. Pittsburgh ont tellement de bons joueurs. Vraiment, on peut le sentir. Phil Kessel, depuis son arrivée, il a fait tout un monde de différence pour Sidney Crosby, pour Evgeny Malkin, pour l'ensemble des Pingouins. Maintenant que les Pingouins sont capables de se porter à l'attaque, et c'est pas juste l'histoire de Crosby ou de Malkin, c'est aussi l'histoire de Kessel. T'as un Big Three qui existe à Pittsburgh, capable de marquer en tout temps, et ça rend les choses tellement difficiles pour les défenseurs et les gardiens de but. Donc, à l'attaque, un net avantage pour les Penguins de Pittsburgh. Il y a aussi le gardien de but. Ah, c'est quoi son nom? C'est pas Martin. C'est quoi son nom? Excusez-moi, j'ai oublié son nom. Euh, le numéro un, celui qui a pris la place à Marc-André Fleury, je m'excuse, j'ai oublié son nom, mais ce gars-là, il a tellement fait une bonne job. Et comme de raison, il fallait absolument que j'oublie son nom. Je m'excuse pour ça. Mais
Il en reste que les Pingouins ont également ajouté quelques éléments intéressants à la ligne bleue, soit en Ron Hainsey et en Mark Streit, donc des défenseurs qui sont capables. Et un petit fait très intéressant, Ron Hainsey avait brisé un record, le joueur qui a disputé le plus de matchs, le plus de saisons sans avoir participé à aucune ronde des séries. Ça va être sa première présence en série. J'ai bien hâte de voir comment est-ce que Ron Hainsey va se présenter. Je crois que Jordy Ben va être bien meilleur que Ron Hainsey, mais néanmoins, Ron Hainsey apporte de la profondeur à Pittsburgh. Donc, le tout étant dit, gros avantage, à mon avis, pour les Penguins de Pittsburgh. Puis de dire, oh, j'aime pas le format des séries, Penguins, Blue Jackets, c'est deux excellentes équipes, car je me fous des Blue Jackets. Pour cette année, là, on va laisser passer ce commentaire-là. En tout cas, le dernier des match-ups, les Browns qui affrontent nos Sens à Ottawa. En- bon, encore une fois, équipe canadienne va prendre pour les Sénateurs, mais est-ce que je suis le seul à dire que les Sénateurs ne m'inspirent pas confiance, surtout avec la fin de saison qu'ils ont eue? Les Sénateurs s'étaient mis à perdre, puis jusqu'à un certain point où les Sénateurs étaient en danger de perdre leur place pour les séries. Où on a vu les Islanders commencer à rattraper les Sénateurs. Puis là, je me disais, oh boy, ça c'est pas bon signe. Puis il y en avait une autre, le Lightning de Tampa Bay qui semblait aussi rattraper les Sénateurs. Puis là, je me disais, il faut pas que Tampa Bay se rende là. Pas une équipe de la Floride. En tout cas, finalement, le monde du hockey a été sauvé. Une autre équipe canadienne va participer aux séries et va affronter une équipe de l'Original Six, les Bruins de Boston. Euh, les Bruins, depuis qu'ils ont fait leur changement de coach, j'ai senti vraiment un changement pour le meilleur pour les Bruins. Et s'ils s'en tiennent à leur style de jeu, les Bruins seraient capables de causer une surprise. Euh, Brad Marchand a très bien performé à ce cas-là. Là. Je le voyais tout le temps comme une peste, mais c'est vraiment mis dans les patins d'un marqueur de but. Il s'est mis à marquer, ça n'a plus de bon sens. Puis il y a aussi Patrice Bergeron qui continue de bien performer. Et pour les Browns, encore une fois, c'est une histoire de jouer physiquement. Donc, s'ils imposent leur propre momentum et avec Tuukka Rask devant les filets, les Browns ont un avantage. Mais du côté des Sénateurs d'Ottawa, Eric Carlson continue de bien mener l'équipe. Puis je trouve que le nouveau coach depuis le début de l'année, Boucher, fait du bon travail à Ottawa. Et je vais prendre pour les Sénateurs, mais je vous le dis, c'est juste par favoritisme parce que leur fin de saison ne m'a pas inspiré confiance. Néanmoins, pour résumer mes prédictions pour l'Est, ou du moins ce que j'espère pour l'Est pour la deuxième ronde, Maple Leafs canadiens et Pingouins et les Sénateurs d'Ottawa pour la deuxième ronde, c'est ce que j'espère. Puis ça serait tellement le fun de voir une série Maple Leafs canadiens ou Maple Leafs sénateurs. Pour la première ronde, ça aurait été superbe. Là. La bataille de l'Ontario, ça aurait été tellement beau à voir. Mais en tout cas, pour la deuxième ronde, je l'espère vraiment. Les Maple Leafs, les Canadiens, les Penguins et les Sénateurs. Ça serait tellement beau. Puis du côté de l'Ouest, les Blackhawks, les Flames, le Wild et les Oilers. Pas d'équipe du Sud, s'il vous plaît. Du Sud, là, proche du Mexique, puis de Cuba, puis tout ça. Là. Non, 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 non. Je veux des équipes où ce que la ville qui habite chaque équipe a une culture hivernale, où il y a de la passion et où le monde connaisse le hockey. Redonnons un peu plus de crédibilité à notre sport national. Enfin, c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes en désaccord? Bien entendu, comme je l'ai dit, puis surtout pour ce cas-ci, je donne l'avantage aux sénateurs seulement par favoritisme, pas parce que je suis convaincu. Mais néanmoins, il reste à voir ce qui va se passer et comment les joueurs et les équipes vont performer. Donc, on va arrêter la vidéo là-dessus. Laissez-moi des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez et on se reparle un peu plus tard.